Bien, bonjour. Dans cette petite vidéo, on va essayer de s'intéresser au début de l'exercice 042 présenté ici, et en particulier la mise en équation des équations acoustiques qui vont être un petit peu différentes de la situation habituelle. Essentiellement, du fait de la présence de ce pavillon exponentiel. Avec l'objectif de déterminer faire déjà la première question. Alors, je vais me transférer ici et puis je vais essayer déjà de vous expliquer rapidement la différence essentielle avec le cours. Alors, si on revient au cours, lorsqu'on fait le jeu d'équations habituel, je dirais pour les ondes acoustiques, on sait que pour ces ondes acoustiques, nous avons un jeu de trois équations. La première équation ici, qui représente l'équation issue de l'équation de l'air, mais disons d'un PFD appliqué localement sur une petite couche de fluide. Bon, cette équation ne doit pas être modifiée et elle a été proposée dans l'énoncé. Cette équation va aussi être utilisée, c'est le coefficient de compressibilité isentropique, et nous allons également nous en servir. Mais le problème vient de cette équation ici, donc je vais entourer. L'équation qui est là pose problème. Pourquoi pose-t-elle problème? Parce qu'il faut se rappeler de la manière qui est l'équation de conservation de la masse, comment cette équation a été obtenue. Eh bien, cette équation a été obtenue dans un schéma de ce type-là. Si on refait la démonstration à une dimension, rappelez-vous qu'on avait un système qui était horizontal, qu'on considérait entre deux positions qui étaient donc x et x plus dx, et on faisait un bilan de masse. Et on regardait, lorsque l'onde acoustique passait, le déplacement des masses, mais la section droite gardait la même section. Or ici, comme c'est présenté par la suite, nous avons ici un pavillon exponentiel. Donc en fait, on comprend bien que si je commence à dessiner très rapidement le pavillon exponentiel, si je essaie de représenter très simplement ce pavillon exponentiel, je vais avoir en fait un double effet. Lorsque le système va se déplacer, vous aurez le système qui, par exemple, au départ est ici, et lorsqu'il va se déplacer, je vais le mettre en pointillé. Eh bien, certes, la longueur ici et la longueur là pourront être différentes, mais en plus, vous voyez que, en plus que cette longueur-là soit différente de la longueur initiale, vous avez cette partie-là. Et donc, en fait, vous avez un double effet sur la variation de volume. Quand l'onde acoustique va passer, par exemple, lorsque le fluide va prendre plus de place sur X, il va aussi avoir plus de place dans la direction latérale. Donc l'équation qu'on a obtenue simplement de la conservation de la masse ne peut être appliquée. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on vous fait recalculer un petit bilan de variation volumique de volume, variation volumique de volume qui ensuite pourra être utilisée au sein du coefficient de compressibilité isotherme. Donc cette équation, on va la barrer et on va essayer de trouver une nouvelle équation qui pourrait convenir. Alors pour faire ceci, on va reprendre l'énoncé et on se pose la question suivante. Pardon. Comment on va faire pour déterminer delta, la variation relative de volume, en présence de l'onde acoustique? Alors pour ceci, on va simplement comparer le volume dans deux situations. Donc on aura un volume initial, on va prendre une petite tranche de fluide, et on suppose que le volume initial est ici. Je me suis mis juste en dessous, donc c'est le prolongement de la position x et la position x plus dx. Alors ce volume, que vaut-il? Eh bien ce volume, c'est simplement la section droite multipliée par la longueur. Et donc ça me fera donc un S de x fois dx. Et puis maintenant, il faut que je calcule le volume à la fin. Donc quand vous avez l'onde acoustique qui passe, eh bien forcément, vous allez avoir la couche qui était dans la partie noire se trouve dans la partie rouge, et donc maintenant, elle se trouve dans cette zone-là. Donc il s'agit de trouver le nouveau volume, V de x et de t, dans un cas quelconque. Alors l'idée c'est toujours la même méthode, c'est de partir du cas noir, donc dire on part de la situation qui est en noir, et puis je vais rajouter ce petit morceau qui est là, et retirer le petit morceau qui est au début. D'accord? Donc on prend la partie noire, on lui ajoute ce qui est entre guillemets sorti, enfin on lui ajoute la partie droite, et on lui enlève la partie gauche, qui est maintenant en trop.
Donc ça va faire, je reprends la partie noire qui était initialement présente, S de x fois dx. Mais je dois rajouter le morceau qui est donc ici. Le morceau qui est ici, c'est en fait plus, donc u en x plus dx, fois s en x plus dx. Je vais enlever la dépendance en temps, c'est plus simple pour l'écrire, mais ça ne change rien. U de x plus dx, fois s de x plus dx. Et maintenant, il faut faire attention qu'il faut que je retranche, d'accord, la partie ici qui maintenant n'est plus présente, hein, le volume s'est déplacé, donc on n'a plus cette partie-là. Donc je dois retrancher la partie en verte, et la partie en verte, c'est cette partie qui est ici, d'accord. Donc ça représente moins S en X fois U en X. Voilà. Et alors, c'est à ce niveau-là qu'il faut essayer de faire attention et de ne pas forcément, il ne faut pas forcément tout développer d'un coup. Voilà, je vais essayer de vous présenter la méthode qui est maintenant efficace pour essayer de terminer le calcul. L'idée, c'est que vous avez besoin, l'idée, ce qu'on repère, l'idée, c'est d'introduire cette fonction-là, donc c'est d'introduire en fait une fonction f qui à x va associer u de x fois s de x. Et en fait, cette application f, on constate que ici, je prends cette chose-là, ceci c'est f en x plus dx, et ceci, ce n'est rien d'autre que, cette partie-là, ce n'est rien d'autre que f en x. Donc finalement, on va pouvoir réécrire que le volume, v de x et de t, c'est le volume v0, hein, le s de x fois dx, plus, eh bien, f en x plus dx moins f en x, c'est-à-dire d rang f sur d rang x fois dx à l'ordre 1. Donc vous voyez la méthode, il ne faut surtout pas développer ici, parce que là vous auriez beaucoup de termes, hein, vous auriez u de x avec s de x, d rang u sur d rang x dx avec s de x, ensuite vous auriez u de x avec d rang s sur d rang x dx, donc il y aurait 3 termes à prendre en compte à l'ordre 1. Donc là c'est beaucoup plus efficace, et maintenant je peux calculer le delta, donc maintenant j'en reviens au calcul du delta. Pour calculer le delta, il suffit simplement de prendre la différence des deux. Donc maintenant, je calcule la différence, delta. Alors le terme n'est pas forcément très bien choisi parce que ce delta ne va rien avoir à voir avec les prochains, avec un delta V ou un delta P par exemple. On aurait pu choisir un autre nom, mais c'est ainsi. Et donc la variation relative de volume, c'est le volume à l'instant quelconque, moins le volume initial sur le volume initial. Donc vous voyez bien que le V0 va disparaître, et j'aurai finalement donc d rang f sur d rang x dx fois 1 sur, et donc s de x dx. Et dx vont disparaître, et maintenant ça fera 1 sur s de x fois, et là maintenant d rang f sur d rang x, ce qui va faire en fait, si je reprends la formule de f, c'est u de x fois s de x. Voilà, on peut développer cette expression et obtenir finalement, donc on a un premier terme, si je considère la dérivée par rapport à u, ça va me faire 1 sur s de x fois s de x fois d rang u sur d rang x, donc plus donc u de x fois, et vu que s n'est qu'une fonction de x, je peux écrire même un d droit, d de s sur d de x en d droit. Maintenant, le premier terme, bon, s de x et s de x simplifient, ça fait d rang u sur d rang x, plus u de x fois 1 sur s de x, d de s sur d de x. Et ce terme-là, bien, ce n'est rien d'autre que d sur dx de ln de s de x. Car si vous préférez, si on prend des notations qui seraient plus mathématiques, on est sur du g' sur g, d'accord? Donc en fait, ln de g'. Voilà. Ok, et donc on obtient bien, la formule qui était proposée dans l'énoncé, c'est-à-dire que on obtient finalement que le delta, ça va être égal à d rang u sur d rang x plus u de x
fois d sur dx de ln de s de x. Voilà. Alors, c'est là que c'est important, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un terme en plus. Si vous voulez, par rapport au cas où le pavillon serait droit, bien forcément, S serait une uniforme, S aurait toujours la même valeur en fonction de x, et sa dérivée serait nulle. Donc en fait, si on avait pris directement l'équation mu0 d rond v sur d rond x plus d rond mu sur d rond t égale 0, ben, on oublie ce terme-là. Donc voilà l'important. Maintenant, une fois qu'on est là, on peut très rapidement, on peut repenser, on peut simplement se dire, ben maintenant je peux facilement calculer la valeur de qui est. Donc maintenant il me reste simplement à reprendre l'expression de qui est et le calculer, mais avec cette nouvelle relation sur l'évolution de volume, eh bien maintenant, donc on peut terminer ce calcul. Alors n'oublions pas ce que est delta. Delta, on se rappelle, d'accord, c'est la variation relative de volume. Donc qu'est-ce que la variation relative de volume? Eh bien c'est la variation de volume, hein, V en x et en t moins V0 sur V0. Attention de ne pas confondre ce delta là qui est delta V et delta qui est juste un symbole qu'on aurait pu appeler bêta. Enfin, c'est fait ainsi. Et donc maintenant pour le qui est. Donc qui est, je vous rappelle que normalement moins 1 sur V d rond V sur d rond P pour les cas isentropiques. Mais ceci, on va considérer localement la dérivée. Donc on va dire il y a une petite fluctuation. Je vais dire qu'il y a une petite fluctuation à la présence de l'onde acoustique. Ce qui fait en fait que si je fais une approximation d'ordre 1, la dérivée, je dis en fait que c'est un delta V, la petite variation de volume, en présence de la petite surpression. Donc delta V sur delta P. Mais bien sûr, je fais les calculs toujours à l'ordre 1. Donc en fait, ici, je peux prendre le 1 sur V0, delta V sur delta P. On réorganise un petit peu les termes. Moins delta V sur V0 fois 1 sur delta P. Et maintenant, ce n'est plus qu'un jeu d'écriture. Moins delta V sur V0, eh bien, delta V sur V0, c'est le delta qu'on a calculé précédemment. Donc, on a son expression qui est là. Et le 1 sur delta P, c'est la fluctuation de pression due à la présence de l'onde acoustique. Mais ceci, ça s'appelle P de X et de T. Et si on réécrit l'expression un tout petit peu différemment, on constate qu'on a finalement P de X et de T qui va être égal à moins 1 sur qui est fois le delta, c'est-à-dire d rond U sur d rond X plus U de X d sur dx ln de S et de X comme ceci. Et la différence est ce terme-là. Voilà le terme-là qui s'est ajouté, d'accord? Ce terme qui s'est ajouté du fait de la présence du pavillon exponentiel. Alors maintenant, en fait, ce que l'on voudrait, c'est, on avait dit au départ, on voudrait une relation, parce que si on revient beaucoup plus haut, vous voyez, vous avez une première équation qui était fournie. Je vais la réécrire tranquillement, je vais plutôt la réécrire ici. Donc je vous rappelle qu'on avait une première relation. Cette première relation, c'était, d'accord, c'était mu0 d rond V sur d rond T égale moins d rond P sur d rond X. Et il nous fallait une seconde relation, donc ça c'était l'équation on va dire 1, et la deuxième relation, on sait bien que dans les phénomènes ondulatoires, il faut réussir à relier, eh bien, une relation qui va lier d rond V sur d rond X et d rond P sur d rond T. Alors cette relation on y est quasiment parce que maintenant si vous prenez cette équation et que vous faites d rond sur d rond T, vous aurez bien le d rond P sur d rond T ici, et en fait quand je fais rentrer dans la dérivée, j'aurai d rond sur d rond X de d rond U sur d rond T, mais je vous rappelle que en fait U c'est le déplacement, donc si vous prenez la dérivée temporelle du déplacement, vous aurez bien la vitesse. Donc c'est la suite de l'exercice d'ailleurs, mais ici vous allez bien réussir à trouver une relation entre d rond V sur d rond X et d rond P sur d rond T. Et d'ailleurs, mettons-nous dans le cas particulier où S de X serait uniforme, ce serait égal à S0. Dans ce cas-là, ce terme-là n'existe pas, et vous trouverez très rapidement que d rond P sur d rond T, c'est moins 1 sur qui est d rond sur d rond X de d rond U sur d rond T, ce qui fait en fait d rond P sur d rond T, moins 1 sur qui est d rond sur d rond X de V, d rond U sur d rond T. Donc finalement, ceci, mal fait, d'accord, je vais te la réécrire ici proprement, d'accord, l'équation numéro 2 serait donc
d rond p sur d rond t moins 1 sur qui est. Et je vous laisse vérifier, mais si vous couplez ces deux équations, vous retrouvez l'équation de D'Alembert classique. Attention bien sûr qu'ici, nous avons maintenant ce terme en plus, qu'il ne faut pas oublier. Donc vous voyez, finalement, ça peut paraître très différent de ce qu'on a fait au départ en cours, mais finalement, l'objectif était bien le même, de trouver ce système de deux équations aux dérivées partielles entre P et V, qui permet finalement une équation reliant d rond p sur d rond t et d rond v sur d rond x, et une autre équation reliant d rond p sur d rond x à d rond v sur d rond t. Simplement, il fallait adapter le problème au fait que l'équation bilan de masse ne pouvait plus s'appliquer ici. Voilà pour l'explication de cette première question.